Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, l'Assemblée populaire nationale, le corps législatif national chinois, a clos sa réunion de cette session annuelle. Les législateurs chinois ont avalisé 9 documents, y compris le projet de résolution sur le rapport de travail du gouvernement et le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social. Le plus haut corps législatif a aussi approuvé le projet de développement économique et social du pays pour la période 2016-2020 qui fixe la moyenne de croissance économique annuelle au-dessus de 6,5% pour les 5 prochaines années. Le président du comité permanent de l'APN, Zhang Dejiang, présidait la réunion. La réunion a examiné et approuvé la loi sur la philanthropie, qui est fondamentale et globale dans la construction de notre système philanthropique. Elle apporte une importante base légale pour faire avancer les valeurs fondamentales socialistes et les vertus traditionnelles chinoises, ainsi qu'elle promeut le développement sain de la philanthropie en Chine. Nous devons étudier et promouvoir la loi, être bien préparés en amont de la mise en œuvre de la loi et prendre cette mise en œuvre comme une opportunité pour accroître le développement de la charité en Chine et hisser la construction de la loi caritative à un nouveau niveau. Le président chinois Xi Jinping a signé le décret présidentiel numéro 43 concernant la loi sur les œuvres caritatives. Les députés ont approuvé mercredi la loi qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain. La nouvelle loi sur les œuvres caritatives est une première en Chine. Elle a été adoptée dans le cadre de l'objectif du gouvernement de sortir la totalité des habitants des zones rurales de la pauvreté d'ici à 2020. Après 10 années de préparation, la Chine a enfin sa loi sur les œuvres caritatives. En 12 chapitres et 112 articles, elle définit les activités et organisations du secteur caritatif. La nouvelle loi détaille les critères de création et d'enregistrement des organisations caritatives. Elle encadre également la gestion de telles activités. L'adoption de la loi sur les œuvres caritatives est un tournant dans le développement du secteur de la philanthropie en Chine. Et elle aura bien sûr des répercussions sur le long terme. Actuellement, seul un très petit nombre d'organisations est autorisé à solliciter des dons de la population. La nouvelle loi assouplit les restrictions et étend le concept de charité. En plus des causes traditionnelles telles que la lutte contre la pauvreté et l'aide en cas de catastrophe naturelle, les développements culturels, scientifiques et sportifs sont désormais inclus. En incluant tous ceux qui travaillent pour le bien public, cela va aider à stimuler les initiatives de la population et créer une atmosphère philanthropique. La loi est conçue pour combler les lacunes et régler les autres problèmes. Les groupes ou individus non autorisés n'ont pas le droit de collecter des fonds. Les organisations caritatives doivent rendre publique la manière dont les fonds sont collectés et utilisés. Il existe également une réglementation sur la collecte de fonds sur Internet. C'est comme la loi sur les sociétés adoptée il y a une vingtaine d'années qui a permis le décollage économique. La loi sur les œuvres caritatives va faire avancer la montée en gamme généralisée du secteur de la philanthropie, le développement social, mais aussi la morale dans les décennies à venir. Protéger les droits des donateurs et des nécessiteurs ainsi que punir les fraudes afin de bâtir une société harmonieuse. Passons maintenant à notre rubrique spéciale et de session dans la presse présentée par Julie. Bienvenue dans cette rubrique Les deux sessions dans la presse qui se veut un tour d'horizon de ce qui s'est décrit dans les médias sur cet événement. Les deux sessions politiques nationales se sont terminées mercredi. C'est maintenant le temps des bilans pour les médias chinois. Le quotidien Economic Daily a passé en revue les 14 mots-clés concernant la vue du peuple qui ont été à maintes reprises mentionnés par les membres et les députés. L'éradication de la pauvreté vient en première place. Le journal a cité le directeur de la Commission nationale pour le développement et la réforme, Xu Shaoshi, qui considère la lutte contre la pauvreté comme la priorité du gouvernement. L'emploi est le deuxième mot-clé. Parmi tout ce qui s'est dit sur la question de l'emploi, le Economic Daily a encore cité Xu Shaoshi qui rassure que la restructuration en cours des entreprises chinoises ne causera pas une deuxième vague de licenciements massifs. Il a ensuite été question de l'impôt sur le revenu.
Le ministre des Finances, Lou Jiwei, affirme que la simple augmentation du seuil d'imposition pourrait causer certaines injustices et des réformes visant à établir un système d'imposition plus rationnel ont été soumises à l'APN. Vient ensuite le revenu des agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, Han Chang-fu, admet que la mission d'augmenter le revenu des agriculteurs durant le 13e plan quinquennal n'est pas facile. Il a proposé 5 voies, dont l'intégration des zones rurales et urbaines et des politiques favorables. Quant à la sécurité alimentaire, la détermination du gouvernement est très ferme avec ces phrases bien rassurantes de M. Ra. Même si nous ne pouvons pas éradiquer complètement les problèmes de sécurité alimentaire, notre attitude doit démontrer un niveau de tolérance zéro. L'autre mot-clé, la santé. Ces 2 dernières sessions politiques ont été marquées par le concept de l'intégration du traitement, de la prévention et de la pension. Quant à l'éducation cette année, la justice éducative reste un thème de prédilection. Le ministre de l'Éducation, Yuan Guiren, affirme que les politiques vont plutôt pencher sur les régions rurales et sur les enseignants dans ces régions. L'autre sujet chaud, la pollution. Le ministre de la Protection environnementale, Chen Jining, souligne les efforts considérables du gouvernement pour lutter contre ce fléau qui ont déjà porté fruit. Mais il faut du temps. Le Economic Daily a aussi présenté d'autres mots clés abordés lors des 2 sessions, comme le développement vert, le prix de l'immobilier, l'ouverture des quartiers, le réaménagement des quartiers délabrés, la politique du 2e enfant, etc. En révisant ces sujets qui touchent directement la vie du peuple, on s'aperçoit que les sessions annuelles politiques en Chine, ce n'est pas seulement la langue de bois. C'est toute l'intelligence politique chinoise rassemblée en quête d'une meilleure vie pour le peuple. Les 2 sessions sont une fenêtre d'observation sur la Chine pour le monde. Cette année marque la première année du 13e plan quinquennal de Chine. 3200 journalistes chinois et étrangers ont participé aux 2 sessions de cette année, dont plus de 1000 journalistes étrangers venant de 234 agences de presse de 65 pays. Un article de l'agence de presse Xinhua s'est intéressé à la participation des journalistes étrangers dans les 2 sessions. Le nombre de journalistes japonais est de 272 contre 200 l'année dernière. Celui des journalistes britanniques est de 115 contre 50 l'année dernière. Et du côté des États-Unis, toujours 200, alors que la France et l'Allemagne ont envoyé plus de 50 journalistes. Plus de 9 versions du rapport d'activité du gouvernement chinois ont été réservées aux journalistes. Mais la plus populaire est la version chinoise. Cela montre la forte capacité des journalistes étrangers à lire en chinois. Pour bien faciliter la réalisation des reportages de ces journalistes étrangers, le centre de presse offre également un service de demande en ligne. Les journalistes de Reuters et de Bloomberg ont réussi à interviewer certains députés grâce à cette plateforme. Et durant les conférences de presse, les journalistes de la presse étrangère comme Reuters, Bloomberg, le New York Times, le Financial Times, le Wall Street Journal et CBS ont eu l'occasion de poser des questions. Un autre groupe de journalistes a été également présent durant plusieurs conférences de presse. Ils viennent des centres sino-africains et sino-sud-asiatiques, des échanges des infos, et se sont intéressés à la politique du 2e enfant, au développement économique, à la réforme judiciaire ainsi qu'aux coopérations bilatérales. Voyons ensuite un article de Cancao Xiaoxi dans lequel les médias américains ont donné leur point de vue sur la réforme des entreprises d'État. Bloomberg a publié un article sur la déclaration du directeur de la commission de gestion et de supervision des propriétés d'État du Conseil des affaires d'État. Selon Bloomberg, la réforme approfondie doit prendre en considération un développement équilibré, surtout la protection des intérêts des employés. Il a également souligné la baisse du surplus industriel de certains secteurs et la hausse des efforts dans d'autres secteurs comme l'aérospatial, l'électronucléaire, le TGV, les énergies renouvelables et les réseaux électriques intelligents. Cancao Xiaoxi a aussi cité un article du Wall Street Journal en disant que dans le cadre de la réforme des entreprises d'État, le gouvernement chinois pensera tout d'abord à la fusion et aux acquisitions pour baisser le risque des faillites.
Cet article a montré les réussites de la fusion des 12 grandes entreprises d'État au cours de l'année dernière. Il s'agit des industries énergétiques et du transport. Selon cet article, augmenter davantage les performances des entreprises d'État est une priorité pour le gouvernement chinois. Cette série de réformes des entreprises d'État vise des profits de 30% d'ici 2020 au gouvernement. Jusqu'à présent, le plus grand taux de profit a été de 25%. Et pour finir, un sujet sur la protection environnementale qui intéresse le journal Global Times. Son article commence par le titre d'un reportage de l'Associated Press intitulé « Selon le gouvernement chinois, malgré le ralentissement de la croissance économique, la Chine ne cherchera pas une croissance économique au détriment de l'environnement ». Dans cet article, il a cité les points de vue de plusieurs médias sur la protection environnementale en Chine. Selon le site internet américain CNBC, la Chine essaie depuis plusieurs années de trouver des façons d'améliorer ses performances économiques en donnant plus d'importance au secteur de la consommation et des services au lieu de son industrie lourde. En même temps, la nouvelle classe moyenne fait très attention à la protection environnementale. Selon le site internet russe Zoom, le 13e plan quinquennal prévoit d'abaisser la proportion de l'industrie dans toute l'économie nationale et s'engage dans le développement des hautes technologies. Pour la protection environnementale, la Chine a décidé d'employer les énergies renouvelables comme le soleil et le vent. Selon le journal allemand Berlin News, la baisse d'1,8 million d'employés des secteurs de l'acier et des mines fait partie des politiques de la Chine pour la protection environnementale. La moitié de la capacité installée des sources d'énergie éolienne vient de Chine. Et d'ici 2020, la capacité installée des sources d'énergie solaire atteindra 1 million de mégawatts. Beijing a fixé un objectif de la vente de 5 millions d'automobiles de nouvelle énergie d'ici 2020. Selon le journal anglais The Guardian, la quantité des émissions de carbone en Chine atteindra bientôt son apogée. En Chine, l'utilisation des énergies renouvelables remplacera sa dépendance au charbon. Sa consommation en charbon en 2015 a baissé de 3,7% par rapport à la même période l'an dernier et celle de 2014 a également baissé de 2,9%. Les négociateurs du gouvernement syrien ont écarté la possibilité de discuter directement avec les membres de l'opposition lors des pourparlers de paix qui se déroulent à Genève. Ils ont même qualifié leurs négociateurs en chef de terroristes. Le rejet de pourparlers directs complique la tâche des médiateurs de l'ONU, alors que les discussions se poursuivent pour une troisième journée sans qu'il n'y ait de véritable espoir de déblocage. Les détails tout de suite dans notre reportage. L'espoir d'arriver à un accord est aussi incertain que le ciel de Genève. Le rejet de pourparlers directs par le gouvernement syrien est une indication du fossé qui sépare les deux côtés. Nous, en tant que délégation syrienne, nous ne sommes pas honorés de nous asseoir avec des terroristes pour des pourparlers directs. Le chef de la délégation de l'opposition, Mohamed Alouche, est un terroriste qui appartient à une organisation terroriste. Mohamed Alouche, qu'on voit ici à droite, est le dirigeant de l'aile politique du groupe rebelle Jaïch al-Islam. Il est à Genève en tant que négociateur en chef de la coalition de tous les groupes d'opposition syriens. Ce plus récent échec dans les pourparlers intervient alors que des avions de transport militaire russes ont quitté la Syrie et que Moscou diminue le soutien de ses forces armées au président syrien Bachar al-Assad. Le gouvernement syrien prétend de son côté que les Russes ne font que redéployer leurs effectifs. Dans un contexte plus large, les tensions que crée le conflit dans la région ne fait aucun doute à Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse la Turquie de menacer le processus de paix en s'attaquant aux combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Les gestes de la Turquie sapent les efforts de l'ONU, menacent le cessez-le-feu, l'acheminement de l'aide humanitaire et le début du processus de paix. Le président turc Recep Tayyip Erdogan y est allé d'une déclaration du même genre en accusant Moscou de livrer des armes à des groupes terroristes en Syrie. Ces bruits ne sont pas simplement une distraction pour les négociateurs à Genève. Ils sont l'incarnation de l'impact à l'échelle internationale de 5 années de conflit en Syrie et de la distance qui sépare les deux camps. Le processus de paix est quelque chose qui peut parfois donner des frissons.
La cellule antiterroriste des forces de l'ordre françaises a procédé à l'arrestation de 3 hommes et d'une femme suspectés de préparer une attaque à Paris. Le ministère de l'Intérieur a expliqué que plusieurs sources indiquaient que l'un des individus pouvait avoir des liens avec le groupe État islamique et était susceptible de commettre des actes violents. Le ministère a précisé que des contrôles étaient en cours et a demandé à la population de rester vigilante. 74 personnes ont été arrêtées depuis le mois de janvier. La France est en état d'urgence depuis les attaques meurtrières de novembre dernier à Paris. Les responsables de la réserve fédérale américaine ont réduit les prévisions sur les chances de hausse des coûts d'emprunt cette année. Il est clair que le tableau morose de la croissance modifie leurs calculs. Reportage. À l'heure actuelle, la réserve fédérale américaine ne relève pas son levier principal des coûts d'emprunt, connu comme le taux fédéral des fonds. Il demeurera dans la tranche d'un quart à 1,5%, signifiant une baisse continue des taux d'emprunt du dollar. Beaucoup estiment que le rythme des hausses de taux avancera à un rythme ralenti cette année, allant de 4 baisses à 2 hausses en 2016. Le comité s'attend à une évolution de la situation économique d'une façon qui garantira seulement des augmentations progressives du taux fédéral des fonds. Les prévisions interviennent en dépit d'améliorations continues sur le marché américain de l'emploi et de certains signes annonciateurs d'une hausse de l'inflation. La présidente Janet Yellen déclare que les responsables gouvernementaux avancent avec prudence en raison des risques émanant de l'économie mondiale. Je pense que cela reflète largement une projection ralentie de l'économie globale pour la croissance de l'économie mondiale à l'extérieur des États-Unis. Donc d'ici la fin de l'année, les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux soient relevés de seulement 1 demi-point de pourcentage et à un rythme progressif en 2017. Le lancement du nouveau marché pour les secteurs industriels stratégiques émergents a été remis en question dans un rapport de l'agence de presse chinois. Le rapport indique que le gouvernement a décidé de retirer le marché pour les secteurs industriels stratégiques émergents du 13e plan quinquennal. Ce marché pour les secteurs industriels stratégiques émergents aurait dû être créé dans la bourse de Shanghai, mais on ne sait pas encore si l'idée de création de ce marché pour les secteurs industriels stratégiques émergents a été totalement abandonnée. Aussi, ce marché pour les secteurs industriels stratégiques émergents sera créé ultérieurement. Il y a quelques jours, la bourse de Shanghai a nié un report du programme de création d'un marché pour les secteurs industriels stratégiques et émergents qui devrait coder les sociétés prometteuses mais pas encore rentables. Les analystes supputent que le report réduit la mise en place d'un nouveau système d'enregistrement qui était prévu pour servir de base au nouveau marché. La commission de régulation boursière a indiqué qu'elle étudiait le système d'enregistrement, ce qui signifie que le nouveau marché est lui aussi suspendu. L'idée d'un nouveau marché est saluée par la totalité des acteurs du marché. Même sans le marché pour les secteurs industriels stratégiques émergents, nous avons actuellement le marché principal à Shanghai, Chinext et le marché des PME à Shenzhen et également le nouveau 3e marché. C'est déjà un marché des capitaux relativement compliqué et différencié. De plus, le nouveau 3e marché va commencer à utiliser plusieurs catégories de sociétés cotées. Une fois que les sociétés seront solides, elles pourront être transférées dans les 3 autres marchés, mais car le marché des secteurs industriels stratégiques émergents a été lancé par la bourse de Shanghai, les marchés vont naturellement penser qu'il existe un conflit avec le Chinext et le marché des PME à Shenzhen. Le marché des secteurs industriels stratégiques émergents a été spécifiquement créé pour des sociétés telles que ITE et Ant Financial, dont le modèle commercial est innovant, mais dont l'absence de profitabilité leur interdit la codation sur le Chinext et les autres marchés. Le nouveau marché va faciliter le retrait des sociétés codées à l'étranger et leur codation en Chine. Sans ce nouveau marché, les sociétés voulant procéder de la sorte vont devoir rejoindre la longue liste des sociétés attendant l'autorisation du gouvernement pour être codées dans les marchés existants. Certaines sociétés pourraient devoir s'aligner derrière 600 autres sociétés attendant leur introduction en bourse. Cela sera leur premier choix. Ils pourraient également choisir une introduction détournée. Toutefois, une introduction détournée aura les mêmes critères qu'une introduction normale. Si ces sociétés cotées aux États-Unis ne remplissent pas les critères, elles vont devoir en premier lieu travailler à les remplir, ce qui va retarder d'autant leur introduction. Sans l'option de marché pour les secteurs industriels stratégiques et émergents, ces sociétés vont devoir se reposer sur les vieilles méthodes. L'une des sociétés récemment revenues de New York, Jian Interactive Group, a reçu l'autorisation d'être codée sur la bourse de Shanghai en achetant une société écran. Et voici à présent les performances du jour des principales places financières asiatiques.
Les bourses chinoises ont terminé en hausse jeudi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3039,98 points, en hausse de 1,20%. Et l'indice des actions B a clôturé à 359,92 points, en hausse de 1,57%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 1853,50 points, soit une hausse de 3,57%. L'indice des actions B a clôturé à 1104,04 points, en hausse de 1,19%. La bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,22% jeudi, affectée par la remontée du yen qui a provoqué un retournement de tendance après un bon début de séance. L'indice Nikkei a perdu 38,07 points à 16 936,38 et le Topix plus large a cédé 1,53 points à 1358,97. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Le commerce extérieur de la Chine a été sous forte pression cette année en raison des menaces économiques dans le pays et à l'étranger. Un porte-parole du ministère du Commerce a indiqué lors d'une conférence de presse ce matin que la situation allait commencer à s'apaiser à la fin du mois. Le commerce extérieur de la Chine a eu un départ difficile cette année. Le volume total pour les 2 premiers mois a baissé de 17% en glissement annuel. Ce sont les exportations de février qui ont le plus souffert avec une baisse de plus de 14% par rapport au mois précédent. Le porte-parole du ministère du Commerce, Chen Danyang, dit que la faible performance de février est due à des facteurs saisonniers et qu'elle ne doit pas refléter le commerce de la Chine en 2016. Février 2015 avait une base très forte pour comparer avec cette année. En fait, février 2015 a connu la plus forte croissance des exportations depuis 2009. Toutefois, les chiffres de février ne doivent pas être utilisés comme un point de référence pour toute l'année. Le commerce se stabilisera probablement après mars. Chen Danyang ajoute que les défis de 2016 ne seront pas sous-estimés. À l'international, 35 économies majeures ont publié une baisse combinée du volume commercial de 14% le mois dernier. Au même moment, le prix des matières premières a continué à baisser. En Chine, les coûts pour les compagnies ont augmenté et les investissements ont ralenti. Le gouvernement devrait dévoiler des mesures spécifiques cette année pour la reprise de la consommation en Chine et donner aussi plus d'incitation aux exportateurs. Cette année, nous travaillerons sur une liste positive de paiements et de frais pour les produits importés. Nous optimiserons le régime d'abattement fiscal, développerons l'assurance crédit et encouragerons le e-commerce transfrontalier. Chen Danyang dit enfin que l'avantage compétitif de la Chine dans le commerce n'a pas changé et que les officiels sont confiants quant au maintien du pays dans le top des grands centres mondiaux pour le commerce par le biais de l'innovation et de l'optimisation. La Chine reste confiante quant à une amélioration de la croissance de son commerce extérieur, selon le ministre du Commerce Gao Hucheng, qui s'est exprimé lors des 2 sessions. Par rapport à novembre et décembre dernier, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont baissé 2 fois leurs prévisions de croissance économique mondiale. Actuellement, le commerce continue à ralentir. Le marché des changes et les prix des matières premières fluctuent sévèrement avec les incertitudes et les risques. Il est réaliste de faire un indice qualitatif plutôt qu'un indice quantitatif. Le rapport de travail du gouvernement a mentionné une stabilisation de la croissance du commerce. Cela ne signifie pas un assouplissement de l'objectif commercial, mais montre plutôt notre confiance dans l'amélioration du commerce. Et alors que les ventes de billets de cinéma aux États-Unis continuent de décliner, les studios hollywoodiens regardent vers l'Asie pour de nouvelles opportunités. Ils souhaitent non seulement attirer les amateurs de cinéma dans les salles, mais aussi capturer l'attention des joueurs pour avoir des sources de revenus supplémentaires. Aujourd'hui, une start-up hongkongaise cherche à supprimer le fossé entre la ville du rêve et les joueurs de la partie continentale de Chine.
Avec un œil sur la Chine, 3 grands studios hollywoodiens ont décidé de prendre des participations dans une jeune entreprise de Hong Kong. Le créateur de jeux mobiles Fifth Journey a été fondé il y a tout juste un an par Eric Tan. Ancien cadre à Electronic Arts en Asie, Tan a été responsable de l'adaptation de Despicable Me Minion Rush pour la partie continentale de Chine. C'est l'une des plus performantes plateformes de divertissement interactif à entrer dans le marché. Les joueurs peuvent acheter des tickets de cinéma, des clips en streaming et même des objets comme des t-shirts et des jouets. Pour les fans, c'est très simple, c'est un guichet unique qui lie l'IP en un clic. Pour Hollywood, c'est une solution pour le divertissement où nous faisons converger tous les différents secteurs d'activité en une application. Les jeux représentent près d'un tiers des sources de revenus du cinéma et avec le secteur du jeu en ligne en Chine qui se développe à une moyenne de 30% par an depuis les 8 dernières années, ce n'est pas étonnant que Hollywood souhaite y prendre part. Le comportement de jeu des Chinois peut être très différent de celui des Occidentaux. Nous avons dû modifier la difficulté, nous avons dû changer certaines mécaniques de monétisation afin de nous adapter au goût local. Il y a des défis autour des plateformes. iOS et Google Play sont les principaux canaux de vente aux États-Unis, mais en Chine, il y a des centaines de plateformes différentes. Et donc, les producteurs américains vont probablement collaborer de plus en plus avec la partie continentale de Chine, ce qu'a déjà fait Hong Kong. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de films à succès de Hong Kong ont été coproduits avec l'industrie du cinéma de la partie continentale de Chine. Ce genre de mouvement s'oriente vers une direction, c'est toujours le divertissement et toujours pour le marché de la partie continentale. Une chose est sûre, Tinset Town va dérouler davantage de tapis rouges pour convaincre les clients chinois. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.